Merci Marjolaine. Bonjour, ravie d'être parmi vous ce matin. En fait, c'est le mot que j'aurais employé aussi. J'affectionne vraiment le public famille, donc je suis vraiment ravie de vous entretenir sur ce sujet ce matin. Je vais tout de suite plonger dans mon PowerPoint préparé pour l'occasion, puisqu'on a beaucoup de choses à se raconter ce matin. Donc, je partage tout de suite. J'imagine que tout est bien. C'est bon, parfait, je vois des têtes qui opinent. Alors, ce très joli titre a été trouvé en très proche collaboration avec Marjolaine, qui effectivement tenait à ce qu'on parle des petits gestes aux grandes actions pour s'adresser à l'ensemble du milieu. Effectivement, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, effectivement, c'est un public, comme je disais tout à l'heure, que j'affectionne beaucoup. Alors, plongeons tout de suite. Je vous propose ce matin une présentation en trois parties. On va d'abord parler des familles pour mieux les connaître, quelques observations, notamment issues de recherches, quelques chiffres aussi que je vais vous donner et on va parler des attentes des familles, très important, qu'est-ce qu'elles souhaitent retrouver au musée, dans vos institutions. La deuxième partie va être justement le cœur relié au titre de la présentation, donc petits gestes et grandes actions au niveau de vos installations, au niveau de votre personnel, au niveau de la programmation et au niveau des communications aussi. Et enfin, on va terminer avec quelques exemples inspirants, quelques initiatives. Je vais vous raconter une belle histoire et on va terminer sur des bonnes pratiques. Pour ce qui est des exemples, je mentionne tout de suite qu'évidemment, il pourrait en avoir des centaines, des dizaines. Il y a des choses qui ont été choisies pour exprimer des choses concrètes, mais on s'entend que c'était des choix cruels, mais il fallait que je trouve des exemples pour vous. Alors, commençons tout de suite avec la partie 1, mieux connaître les familles. Alors, un petit peu de sociologie en démarrant. Les familles d'hier, en fait, ce que j'ai connu moi dans mon enfance, je résume ça rapidement. Les parents décidaient, les enfants obéissaient. Ça peut paraître très rapidement résumé, mais c'est vraiment moi ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, la famille, elle a beaucoup changé depuis deux générations, là, la précédente, celle de mes enfants, puis celle qui est en ce moment en train de pousser. Aujourd'hui, on invite beaucoup les enfants à s'exprimer. Aujourd'hui, les parents souhaitent développer l'estime de soi chez leurs enfants. Donc ça participe beaucoup à la famille contemporaine et c'est important de le comprendre. Et la famille aussi, elle existe sous différentes formes. Elle est très multiforme. Donc, en raison notamment de plusieurs séparations, on a des familles qui se dédoublent, c'est-à-dire on a des familles monoparentales, on a des familles recomposées, on a des familles aussi où le multigénérationnel est très, très valorisé, je dirais. Encore plus depuis la pandémie, on a un retour vers la valeur du multigénérationnel. Donc, on a notamment le rôle accru des grands-parents dans la famille. On a beaucoup, là aussi, la famille élargie, les tantes, les oncles. On a un éclatement de la famille, mais dans le sens un élargissement de la famille. Et l'entourage aussi, les voisins, les amis de ses enfants. On a vraiment une famille qui a beaucoup changé. Alors ça, c'est important de le concevoir. La famille, elle est un sujet d'étude pour plusieurs disciplines, notamment la sociologie, la psychologie, les sciences d'éducation et aussi la muséologie. Donc, c'est un public qui également est relativement récent. Donc, c'est depuis environ les années 2000 que le public famille est un public cible. Ça peut paraître, bon, ça fait déjà 25 ans, vous me direz, mais par rapport aux autres publics, c'est relativement récent, je dirais. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a considéré le public adulte et le public enfant, mais pas le public famille. Donc, on s'adressait aux uns et aux autres, mais comme séparément, on ne considérait pas le groupe étant formé d'adultes et d'enfants dans une même cellule. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant de voir qu'un jour, on s'est dit, mais oui, mais le public famille, c'est un public en soi, c'est pas c'est un fait là, que c'est un public en soi. Donc, c'est quand même intéressant de voir que c'est relativement récent dans la recherche.
Je vous signale le Family Learning Project, en fait, qui est un petit peu l'étincelle qui a démarré toutes les études qui ont été faites sur la famille en tant que public cible. En fait, ça s'est passé à Philadelphie, ce projet-là, et il a été initié par des lieux qui étaient éminemment familiaux, à savoir, par exemple, les zoos, les aquariums, les parcs zoologiques, les musées de sciences se sont mis ensemble en se disant, puisque la famille est un public très naturel chez nous, pourquoi on se liguerait pas, on se coordonnerait pas nos efforts pour les étudier, pour les analyser leurs attentes, pour voir comment ils réagissent, c'est quoi leur comportement quand ils viennent chez nous. Donc, c'est vraiment un très, très énorme projet, là, parce qu'il y avait énormément d'institutions qui se sont mis ensemble et ça a donné un élan, ça a donné une espèce de coup d'envoi à d'autres recherches qui ont été faites. Et je vous signale deux chercheuses d'ailleurs qui sont intéressantes, c'est Anne Jonchery en France et Lucie Daigneault chez nous, puisque ces deux femmes-là, ce qu'elles ont fait, notamment Anne Jonchery, c'est qu'elle a fait de la méta-analyse. Elle a fédérer toutes sortes de recherches qu'elle a vues sur la famille, puis elle a elle-même énormément publié. Lucie Daigneault aussi a beaucoup publié. Lucie Daigneault est spécialiste notamment des sondages euh, au Québec. Et c'est en lisant ces deux femmes-là, en prenant connaissance de toutes les recherches qu'elles ont fédérées, ben, on peut avoir un très beau portrait de ce que souhaite la famille, de ses comportements. Alors, je vous donne ce que les chercheurs ont observé, notamment au niveau de la cohésion d'un groupe familial dans un musée. Ce qu'on constate, c'est que plus les enfants sont jeunes et si le parcours est dirigé, le groupe familial va rester uni. Donc, les parents, les enfants vont s'attendre les uns les autres, vont s'assurer de rester groupés. Alors que si les enfants sont un petit peu plus grands et que le parcours est papillon, donc c'est un parcours éclaté où il n'y a pas nécessairement de, 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 de- de parcours là, vraiment défini, le groupe va avoir tendance à davantage s'éclater. Les chercheurs ont même appelé ça des nœuds décisionnels, c'est-à-dire que parfois deux enfants ou un frère, une sœur vont aller de leur côté découvrir quelque chose, un parent, un enfant vont aller d'un autre côté, donc on a un éclatement, donc la famille va se disperser davantage dans l'espace. Au niveau du comportement, on a noté aussi des différences avec les enfants plus jeunes où là, le parent a tendance à structurer la visite, à stimuler, à orienter les choses. Alors que si les enfants sont un petit peu plus grands, l'adulte va les laisser s'organiser, gérer leur parcours, puis va intervenir sur les apprentissages, mais de manière un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus euh, distanciée. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, ça, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'un musée aussi, c'est un lieu sécuritaire, c'est un lieu où on se sent bien, où euh, on se sent vraiment confortable. Donc, on a tendance à laisser peut-être davantage ces enfants organiser leur propre parcours. Pour ce qui est de la muséographie, ce qui a été observé, entre autres, c'est que les familles lisent moins. Donc, par exemple, j'entends parfois des gens voulant écrire pour les enfants. Sachez que généralement, ce sont les adultes qui vont lire les textes dans le noyau familial et ils vont les retranscrire, ils vont les retransmettre dans leurs mots à leurs enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants ne lisent jamais, ça veut juste dire que globalement, dans ce qui est observé, ce sont les adultes qui lisent. Alors oui, on écrit pour la famille avec des phrases courtes, des mots simples, vocabulaire accessible, mais on ne je dirais, on ne perd pas trop d'énergie à écrire pour les enfants spécifiquement parce que ce ne sont pas nécessairement eux qui vont lire le plus. Autre observation intéressante, les dispositifs imposants et intrigants sont très attractifs. Donc, parfois, il s'agit de mettre quelque chose dans une expo qui est très étrange, qui est très surprenant et on a déjà quelque chose qui est un aimant, une sorte de quelque chose qui est vraiment vers lequel on va se diriger. Intéressant aussi, les enfants ont plus d'initiatives parce que les adultes, eux, vont aller vers le connu, vont rester en contrôle, alors que les enfants, ils ont moins d'a priori. Donc, ce sont souvent eux qui vont attirer les adultes vers les choses étranges, justement, ou les dispositifs interactifs qui feraient peur aux adultes parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc, on va aller plutôt vers les textes, on va aller vers les choses qu'on connaît. Alors, ce sont les enfants qui ont cette énergie ou cette tendance à aller vers toutes sortes de choses sans contrainte. Les modules interactifs, vous ne serez sans doute pas surpris. Évidemment, attire beaucoup la famille, tout simplement parce que ça génère une appropriation collective et ça suscite aussi le dialogue. On est autour, on se demande comment ça fonctionne, on se donne des petits trucs,
on partage. Donc ça, c'est quelque chose que les familles apprécient beaucoup. Au niveau de la durée de visite, la très bonne nouvelle, c'est que les visites en famille sont plus longues que celles des autres publics. Donc, quand on a fidélisé ce public-là, qu'on l'a attiré, bien, il reste plus longtemps dans nos murs en général. Tout simplement, notamment pour des familles avec des enfants jeunes, si on doit gérer la gestion de la sieste à travers ça, le sac à couche, les collations, la poussette, on veut sortir pour la peine. On veut que ce soit une belle sortie qui soit quand même d'une belle durée. Alors, sachez-le, les familles, elles restent plus longtemps. Alors, plus vous leur offrez de choses, plus elles sont confortables, plus elles vont rester avec vous. Au niveau des modes d'apprentissage, on a noté trois modes principaux d'apprentissage pour les familles. Donc, le premier, c'est un mode guidé. L'adulte va diriger. Donc, c'est peut-être plus justement avec les plus jeunes enfants, là, ça va peut-être se passer comme ça, avec une cohésion du groupe. On a un mode d'apprentissage autonome où chacun trouve sa stratégie personnalisée dans le groupe et là, on a un petit peu moins d'interaction. Et le mode préféré que j'ai mis en plus gros, que j'ai fait ressortir, c'est le mode coopératif. Les familles aiment ça, la réciprocité. Les familles aiment partager, aiment dialoguer. Donc, c'est quand il y a de la coopération, quand il y a quelque chose qui fait qu'on collabore, c'est quelque chose qui est vraiment très, très apprécié des familles. C'est le mode favori d'apprentissage. Petite histoire, je vais raconter des histoires. Dans ces recherches, deux cas m'ont marqué, j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est qu'un jour, le Science Museum de Londres a été très audacieux et a choisi de tenter d'évaluer les acquis des familles au musée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cerné un groupe de familles X qu'ils ont engagé ils se sont engagés, ces familles-là, à être revues 6 mois plus tard, après avoir été au musée. Donc, ce qu'on voulait savoir, en gros, c'est qu'est-ce qu'elles retiennent les familles quand elles viennent au musée, qu'est-ce qui en ressort, puis qu'est-ce qu'elles conservent à l'esprit. Alors, je vous donne les deux éléments qui m'ont le plus marqué. Les familles revues 6 mois plus tard, donc on dit qu'elles se souvenaient très bien d'avoir fait de l'interactivité, qu'il y avait des boutons, des manivelles, il y avait de la... Et ça, elles ont aimé ça, elles ont adoré, elles s'en rappellent avec plaisir. Mais elles ne se rappellent pas toujours pourquoi, par contre. Elles ne font pas toujours le lien entre à quoi servaient ces interactifs. Donc, d'où l'idée de bien les choisir, nos interactifs, et de ne pas en faire pour le plaisir ou parce qu'il faut en faire, mais de bien les étudier. Donc, premier constat. Deuxième constat que j'ai trouvé très touchant, elle se rappelait des objets. Enfants comme adultes avaient retenu des objets. Alors, quand on signe parfois la mort des musées avec l'ère de l'intelligence artificielle et des merveilleuses images 3D qu'on peut trouver en ligne, je pense que Alléluia, on n'est pas là, on n'y sera pas non plus avant un moment parce que les gens aiment ça, voir des objets. C'est les seuls endroits où on peut voir des objets anciens, des objets précieux, des objets mis en scène, expliqués. Donc, les familles ont beaucoup, beaucoup retenu les objets qu'ils avaient vus. Autre cas intéressant, le Children's Museum d'Indianapolis, qui est le plus grand musée pour enfants au monde. Vous voyez qu'on joue beaucoup sur le spectaculaire ici de manière très avouée et très affirmée, mais bien que plusieurs musées pour enfants soient parfois des centres d'amusement, là, malgré le nom que ça porte, moi j'en ai visité quelques-uns où il y avait que de l'amusement, des jeux de balles, des glissades, etc. Ici, on a ça aussi, mais on a également des expositions pour les enfants parce qu'on estime que les enfants, ils aiment apprendre aussi. Ils n'aiment pas juste jouer, ils aiment ça, apprendre des choses. Et je vous donne l'exemple ici en bas, quand le film Barbie a sorti, qui a fait des box-office incroyables, ben, ils ont dit, ah, ben, on va faire une exposition sur l'histoire de Barbie dans notre musée. Donc, c'est intéressant aussi de se dire que les enfants aussi aiment apprendre et de les prendre pour des visiteurs à part entière. En fait, c'est un peu ça le message de ce musée. Quelques chiffres ici. Sachant qu'un couple sur deux se sépare au Québec, ça donne une multiplication des groupes familiaux. Donc, ça vous fait un groupe public cible qui s'agrandit en raison de ce phénomène.
Au niveau du public famille, tout de même, le public familial dans les musées en été, c'est pratiquement un visiteur sur trois. C'est quand même intéressant. Donc, le chiffre de 29% ici, il est issu des études, des enquêtes estivales de la SMQ. J'ai fait une moyenne là, sur plusieurs années. Donc, c'est quand même 29% des visiteurs qui viennent en famille en été dans les musées au Québec, partout, partout dans la province. De ce groupe familial, j'ai sorti aussi des chiffres. Donc, 45% deux enfants dans les familles. Vous avez également un enfant pour 36 et 19% pour trois enfants et plus. Alors, intéressant. Ici, 47%, c'est un autre chiffre que je vous ai sorti, que je trouve intéressant, qui vient cette fois-ci d'une étude française, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que dans une étude qui avait été faite là-bas, 47% des adultes se disaient non familiers avec les musées euh, venus en famille, je précise. Donc ça signifie, c'est ce que les chercheurs ont analysé, ça signifie que lorsqu'on est adulte et qu'on n'a pas d'enfants, beaucoup n'ont pas tendance à aller au musée. À partir du moment où on a des enfants, le musée devient une sortie, une activité intéressante à faire en famille. Donc, c'est autrement dit, un, un adulte devenant parent devient aussi un nouveau public cible pour vous, pour les musées. Donc, c'est quand même intéressant. Quand même une tendance qui a été observée par les chercheurs. Autre info intéressante, je trouve, peu importe l'âge des enfants, les familles fréquentent les musées. Donc, on pourrait penser que quand on arrive avec des ados, on va peut-être moins y aller parce qu'on a peut-être peur qu'ils ne veuillent pas venir, qu'ils ne veuillent pas suivre. Mais on constate que les familles viennent vraiment avec des enfants de tous âges dans les musées et que les enfants plus vieux sont souvent ravis d'aider les petites sœurs, petits frères, d'accompagner, de jouer un petit peu un rôle de mentor, de guide, de grand frère, de grande sœur. Donc, ils y trouvent aussi du plaisir. Donc, c'est pas, vous aurez des familles chez vous de tous âges, avec des enfants de tous âges et non pas seulement là, des petits en vos murs. Peut-être sans surprise, les chiffres donnent que les musées scientifiques sont les plus populaires auprès des familles. Donc, j'entre aussi là-dedans les musées où il y a du vivant, des animaux, des plantes, comme le biodôme, par exemple, ou des parcs zoologiques, etc., des aquariums. Les musées d'histoire viennent en second lieu et les musées d'art en troisième lieu. Donc, ce sont des chiffres là, que je vous ai mis approximativement là, tirés de différents sondages. Maintenant, pour ce qui est des attentes des familles, alors, les attentes des familles, en fait, passer un agréable moment en famille, c'est une attente majeure des familles. Ça peut paraître aller de soi, mais c'est vraiment un souhait qu'on a quand on sort, encore une fois, quand on prend le temps de sortir. On veut passer un beau moment. Donc, on s'attend du partage et on s'attend de la convivialité. On s'attend à vraiment vivre un moment où on dialogue, on échange. On n'est pas chez soi, on n'est pas à la maison, on est dans un autre lieu. Donc, ça donne une autre ambiance, je sais pas, un autre esprit. Donc, à ce moment-là, le musée est vu comme un lieu d'échange et de dialogue. Donc, on s'attend vraiment à vivre ce genre de choses. Apprendre de nouvelles choses, c'est une attente vraiment très, très clairement énoncée par les groupes familiaux. Donc ici, on a une attente vraiment éducative. On voit le musée comme un lieu de connaissance, un lieu d'éveil. On sait qu'on va apprendre des choses, on s'y attend, on a envie d'apprendre des choses. Puis c'est autant les adultes que les enfants aussi qui ont cette envie. Faire plaisir et favoriser le développement personnel, c'est encore une autre attente. Et là, je reviens avec ce que je vous ai dit au départ avec la famille contemporaine. Donc, on souhaite développer l'estime de soi, on souhaite développer l'autonomie, on souhaite développer le partage. Donc, tout ça, ça nous aide. Dans un musée, c'est un lieu qui est à ce moment-là vu comme un lieu d'épanouissement, un lieu de construction identitaire. Donc, on s'attend à ça en tant que famille contemporaine. Encore une fois, je le signale, famille d'aujourd'hui. Et vivre une sortie sans complication, dernière attente que je vous présente, et non la moindre, c'est-à-dire qu'on souhaite un lieu accessible et un lieu confortable. Ça, ne le négligez pas, c'est vraiment une attente très importante des familles. C'est souvent ce qui fera en sorte qu'ils vont rester plus longtemps.
Donc, on en reparlera, mais il s'agit de lieux pour des collations, de lieux pour s'asseoir, de lieux pour se reposer, etc. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais la notion de confort est vraiment importante. Donc, le musée, on souhaite que ce soit un lieu accueillant et où on se sent vraiment bienvenu en tant que groupe familial. On est attendu, on a l'impression qu'on est content qu'on arrive. Donc, on s'y attend à ça, puis c'est ce qu'on espère aussi. Ici, j'ai trouvé intéressant de vous séparer ce que veulent les parents et ce que veulent les enfants. Et ça vient aussi de choses précises. Ce que veulent les parents, je vous ai trouvé ça dans les ateliers qui ont été faits à Gatineau. En fait, en ce moment, il y a le musée pour enfants de Gatineau là, qui existait depuis plus de 20 ans, qui est en restructuration, qui va être refait là, entièrement. Et à Gatineau, ils ont fait un nombre absolument incalculable d'ateliers, de focus group. Ils ont fait plein, plein de choses. Et ils ont notamment pris les parents à part, toujours pour que l'un n'influence pas nécessairement l'autre. Je trouve ça intéressant de prendre les parents d'un côté, les enfants de l'autre, pour demander à chacun ce qu'ils veulent. Alors, les parents, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent, entre autres, un lieu unique. Ils ne veulent pas retrouver partout la même chose. Ils ne veulent pas un copier-coller. Ils veulent, quand ils vont quelque part, ils ont envie de vivre quelque chose qui ne se passe qu'à cet endroit. Ils ont aussi envie que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire les enfants de tous âges, les enfants de toute habileté, les enfants de tout intérêt, de toute personnalité. Donc, ça, c'est un souhait qui est clairement exprimé par les parents. Ils souhaitent aussi des activités autonomes et collaboratives. Donc, l'un et l'autre qui cohabitent dans un même espace. Donc, comme je l'en disais tout à l'heure, parfois le groupe reste uni, parfois il s'éclate un peu. Alors, selon l'âge des enfants, on aime bien qu'il y ait des choses autonomes dans un coin, des choses collaboratives dans un autre coin. Donc, ça permet que chacun y trouve son compte, justement. Les parents ont clairement dit qu'ils aimaient des lieux d'activité, mais aussi des lieux calmes. On ne veut pas uniquement de la frénésie là, complète d'un bout à l'autre. On veut aussi pouvoir se poser un peu. Ils ont exprimé le souhait d'avoir davantage d'événements spéciaux. Ça a été clairement dit par les parents et de cette manière-là. Ils ont aussi exprimé le désir d'avoir des expériences multisensorielles. Pour ma part, en tant que muséologue, c'est vraiment une tendance que je retrouve de façon très forte dans les dernières années. Donc, on essaie un peu de quitter les écrans. On essaie de revenir à le toucher, l'odorat, l'ouïe, les textures, les ambiances, d'où l'immersion qui est si populaire parce que l'immersion, oui, il y a des écrans, mais on est en général sans notre téléphone dans ces endroits-là. On est dans des endroits euh, un petit peu magiques qui viennent chercher tous nos sens. Donc ça a été exprimé. Et on souhaite un lieu accessible et inclusif. Je pense que ça vient encore chercher notre chacun, il trouve son compte. Donc, peu importe, encore une fois, ses capacités. Maintenant, les enfants. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Cette fois-ci, ça se passe en Australie. C'est qu'on faisait aussi un musée pour enfants là-bas. Et on a pris les enfants à part, sans aucun adulte, là. Vraiment, les parents ne sont pas là, ils ne nous influencent pas, on répond ce qu'on veut. Donc, les enfants étaient pris vraiment de leur côté. Alors, ce que les enfants veulent, ils veulent des jeux tactiles, ils aiment ça construire, ils aiment ça bouger, ils veulent des sons, de la lumière, etc. Alors, je vous ai fait un lien avec les expériences multisensorielles. Je trouve que ça se répond entre parents et enfants. Intéressant, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment des réponses d'enfants. Ils veulent un équilibre entre le connu et l'inconnu. Je trouve ça vraiment chouette que les enfants aient exprimé ça. C'est-à-dire que oui, on veut apprendre des choses, mais on veut se baser quand même sur des choses qu'on connaît un minimum pour avoir une sécurité. Donc, on part de quelque chose qu'on connaît, puis on fait un petit pas de plus vers des choses qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins, mais il faut quand même un bel équilibre entre ces choses-là. Les plus vieux enfants, donc c'est-à-dire pas les tout petits, eux, on dit peut-être pré-ado, ado, on dit qu'ils aimaient bien les jeux narratifs et les jeux collaboratifs, d'où la popularité notamment des jeux d'évasion. Et très intéressant, les enfants aussi ont dit qu'ils voulaient des lieux d'activité, de calme. Eux non plus veulent pas être dans l'action non-stop pendant 3 heures. Tu sais, ils ont vraiment exprimé clairement qu'ils aimaient ça aussi, des petits lieux tranquilles. Donc,
les deux sont souhaités. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que adultes et enfants disent la même chose en étant pas influencés l'un et l'autre parce qu'ils sont séparés. Les enfants ont également dit qu'ils aimaient ça avoir un peu peur. Des choses qu'ils trouvent un petit peu le fun. Et ils aimaient les lieux cachés, les lieux secrets, les choses un petit peu étranges. Et fait également, la nature, elle est attractive pour tous les âges. Donc là, je mets encore une fois le vivant au sens large, là, les animaux, les plantes, les virus, c'est du vivant aussi. Donc tout ce qui est vivant, tout ce qui est naturel attire beaucoup les enfants de tous les âges. Donc voilà pour les attentes et ces connaissances, cette meilleure connaissance peut-être du public famille. Alors, petits gestes et grandes actions, je vais y aller chaque fois en gradation, vous allez voir, pour chacun des éléments. Alors, au niveau de vos installations, un petit geste. Petit geste, ce serait déjà de dresser l'inventaire de ce que vous avez déjà. Alors, je ne crois pas aux musées qui n'ont rien du tout. C'est impossible. Vous avez tous forcément quelque chose pour déjà commencer à accueillir des familles. Donc, bon, je suis allée par pictogramme là, pour y aller un petit peu plus visuellement, mais avez-vous des tables à langer? Avez-vous un lieu pour une femme qui aimerait allaiter son enfant? Avez-vous des abreuvoirs, des fontaines d'eau à hauteur d'enfant ou des petits réhausseurs, des petits tabourets pour y accéder? Avez-vous des lieux pour une collation, pour s'arrêter un petit peu pour prendre une pause? Avez-vous, si ce n'est pas le cas, un parc qui serait tout près de votre musée, de l'autre côté de la rue, à quelques pas? Êtes-vous accessible? Si vous êtes accessible, donc pour les fauteuils roulants, c'est pas juste pour les fauteuils roulants, l'accessibilité, hein, c'est pour les poussettes aussi. C'est aussi pour quelqu'un qui viendrait de se casser la jambe et qui a des béquilles pendant quelques semaines. Ça peut être aussi pour une personne âgée qui doit marcher avec une canne. Donc, l'accessibilité, elle est beaucoup plus large que seulement les personnes qui ont un handicap. Donc, déjà, faire l'inventaire de ça, je trouve que c'est un premier pas qui est quand même relativement facile à faire. Et sachez que pour ce faire, la SNQ a un outil sur son site web qui s'appelle Améliorer l'offre aux familles des musées, questionnaire d'évaluation. Et avec Marjolaine, nous avons convenu de vous offrir, enfin c'est la SNQ qui va vous offrir en cadeau ce questionnaire, ils vont vous l'envoyer avec l'évaluation là, du webinaire aujourd'hui. Donc, c'est un questionnaire de 10 pages qui évalue chacun des aspects de votre lieu thématiquement par page pour que vous cochiez oui, je l'ai, oui, je ne l'ai pas, et que vous puissiez vous faire des notes, des commentaires. Je pourrais l'acquérir en partenariat, je pourrais l'avoir l'année prochaine, etc. Donc, c'est vraiment un questionnaire qui vous permet de faire un beau bilan, une espèce d'état de situation là, de ce que vous avez déjà. Alors ça va vous être envoyé à l'issue du webinaire. Pas de plus, ça serait d'améliorer progressivement vos équipements. Donc, vous pourriez dire, ben, établissons des priorités. Par exemple, l'année prochaine, ben, on installera une table à langer ou l'année prochaine, on se fera un petit coin collation, etc. Donc, vous pourriez décider selon votre budget, selon vos priorités, chaque année ou chaque 6 mois, peu importe, là, d'ajouter un élément de confort à votre institution. Vous pourriez également vous baser sur des commentaires que vous avez reçus. Alors, soit des commentaires qui ont été énoncés à votre personnel d'accueil, à votre personnel de la médiation, que vous avez entendu dans votre boîte à commentaires si vous en avez une, que vous avez entendu sur des commentaires qui ont été faits en ligne sur Ah, quel beau musée, mais c'est dommage, on n'a pas de place pour faire une pause ou peu importe. Là, si vous avez entendu ce genre de commentaires, peut-être qu'à ce moment-là, ça serait une piste pour voir quelles seraient les priorités d'amélioration que vous pourriez faire. Je vous fais une petite note parce qu'une signalétique efficace, ça fait également partie du confort. C'est-à-dire qu'une famille qui se cherche, qui ne sait pas où aller, les enfants s'impatientent, ça peut créer de l'inconfort et ça entache un petit peu l'expérience de visite. Donc, une signalétique efficace, on sait où on s'en va, on sait où sont les choses, on sait où se diriger. Ça fait partie aussi du confort et c'est quelque chose qui est apprécié. Une grande action, ça pourrait être de doter votre institution d'un espace famille. Alors, les espaces famille, c'est une
très grande tendance là, depuis plusieurs années. Je vous en donne des exemples ici, là. Escale Curiosité qui n'existe plus, mais je le donne quand même comme exemple parce que c'était tout simple. C'est au Planétarium de Montréal. C'était entre les deux sphères là, où on présente des projections. Donc, c'était des beanbags et on avait, on avait coincé dans un élastique de la colonne du bâtiment des magazines pour enfants, pour trois groupes d'âge différents, notamment Curium ou les explorateurs. C'est un endroit où chaque fois que je suis allée au planétarium, il y avait tout le temps des gens qui étaient là. Là, ils m'ont raconté qu'ils pouvaient, ils ont refait leurs espaces, donc ça fonctionnait plus, mais sérieusement, c'était très simple et très populaire. Vous avez l'exemple de Borealis aussi qui a fait une salle qui s'appelle les attendez, les petits copeaux parce que c'est un musée de pâte et papier. Alors, moi, j'aime bien quand on fait des liens, qu'on fait des petits clins d'œil. Donc, c'est une salle, en fait, tout près de l'accueil dans laquelle il y a des sièges, il y a des livres, il y a des casse-têtes. C'est pour faire se déposer avant de repartir. Donc, encore une fois, vous avez la Galerie Famille aussi à Québec, qui est vraiment un espace réservé à cette fin. Et le wagon des petits cheminots, un autre exemple à Exporail, qui est un wagon uniquement réservé aux enfants pour... Là, on a un petit côté un peu défoulement, là. On joue, on fait des casse-têtes, on apprend toutes sortes de choses sur les trains tout en jouant, mais là, c'est vraiment très actif. On peut se costumer aussi, mettre une casquette Donc, ce sont des exemples d'espace famille qui permettent vraiment de faire une pause ou faire peut-être même soit une pause tranquille ou une pause active, mais pour pouvoir continuer ensuite sa visite, allonger l'expérience en fait. Au niveau de votre personnel, alors un petit geste. Un petit geste pourrait être de préparer votre personnel à l'arrivée des familles. Donc, les familles, c'est un public particulier, c'est un public qui a des besoins spécifiques. C'est un public qui est plus turbulent aussi, qui est plus remuant, qui est plus joyeux, qui est plus dynamique, qui est plus, qui est pétillant. Donc, je pense que quand on choisit d'accueillir des familles, ça représente un certain changement de paradigme. Alors, si on fait ce choix, puis on dit, ça y est, là, maintenant, on s'y met, là, on se prépare pour les accueillir. Donc, je pense que déjà préparer son personnel, c'est une bonne chose, qui est un geste un petit peu de base, mais qui place les choses. Euh, Communiquez clairement vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en accueillant ces familles-là? Comment vous souhaitez procéder, organiser des rencontres, sonder les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et sensibiliser petit à petit votre équipe à ce que ça signifie. Encore une fois, une famille, c'est un public particulier, c'est un public c'est vraiment spécifique. Alors, si on choisit qu'on les accueille, ça sous-entend des actions, ça sous-entend parfois des changements d'attitude. Ça sous-entend de répondre à des attentes. Alors, tout ça, je pense que si on sensibilise son personnel, si on se fait des rencontres, on écoute aussi ce que les gens pensent, comment ils veulent procéder, comment on s'organise, ça peut être un petit geste quand même très positif. Autre geste, un petit pas de plus, développer votre radar à famille. Ça, c'est une expression que j'emploie, que je trouve concrète, je dirais. Parce que bien accueillir une famille, c'est toutes sortes de petits gestes. Notamment, j'estime que c'est adapter son discours dès qu'ils arrivent, dès qu'ils passent la porte. On ne s'adresse pas aux familles comme à d'autres groupes cibles. Euh, J'aime à dire, on s'entretient avec les enfants aussi. Le groupe familial, c'est un groupe d'individus qui sont de différents âges. Mais moi, j'aime bien, pour avoir vécu quelques visites avec mes propres enfants, j'aimais ça qu'on demande à mes enfants, quel âge as-tu? Euh, Est-ce que tu es déjà venu ici, toi? Qu'est-ce que tu as envie de découvrir aujourd'hui? S'adresser aux enfants comme aux autres publics, je trouve que ça touche les parents aussi parce qu'on considère chaque personne de ce groupe familial comme étant un visiteur. Alors ça fait partie d'une qualité d'accueil, je trouve, qui est importante.
Si possible, quand on a un radar à famille très développé, en fait, on va au-devant des questions. C'est-à-dire qu'on voit le public, on voit les âges des enfants, on s'adresse à chacun, on souhaite la bienvenue et on dit, je vous propose ceci aujourd'hui parce qu'on sait, on connaît, on voit l'âge des enfants, on sait ce qui peut s'adresser à eux. Donc, au lieu d'attendre la question, qu'est-ce que vous nous conseillez, qu'est-ce qu'on peut faire chez vous, ben, allez au-devant. Dites-le tout de suite, je vous suggère ceci. Euh, Cette expo va vous plaire. N'oubliez pas que si vous avez besoin de faire une pause collation, on a un petit coin ici près de notre accueil, etc. Donc, allez au-devant. Faites vraiment un accueil personnalisé, donc informez sur ce que vous possédez, sur ces éléments de confort-là. Et pour ce faire, évidemment, il faut s'assurer de l'adhésion du personnel, c'est-à-dire que ce radar à famille-là, il faut qu'il soit développé de manière concrète, consciente. Il faut qu'on forme son personnel, c'est comme une sorte de petit entraînement, là, de- une sorte de drill, si on veut, dès qu'ils arrivent, on le sait, on accueille une famille, donc c'est pas la même attitude et c'est pas les mêmes informations là, qu'on va transmettre. Donc, je pense que si on arrive à développer ça, c'est vraiment une coche de plus là, dans l'accueil des familles. Grande action, mais ce serait d'impliquer votre équipe pour penser famille, vraiment. Alors ça signifie différentes choses. Si vous avez la chance d'avoir au sein de votre personnel une personne qui est responsable d'un de ces volets là, avec ce titre-là, programmation culturelle, médiation, éducation, expérience visiteur, là, je vous donne différents titres qui existent dans le milieu. C'est sûr que cette personne-là, elle serait la personne idéale pour réfléchir aux familles puis communiquer ça au reste de l'équipe. Mais c'est souvent pas le cas nécessairement, donc ça peut être une tâche partagée. Ça pourrait aussi être un sous-comité au sein de votre personnel qui réfléchit aux familles de manière régulière. J'ai envie de dire, valoriser l'expérience terrain qui est tellement précieuse. Alors, si c'est votre cas d'avoir, par exemple, une équipe Jeunesse Canada au travail l'été, ben, cette équipe-là, elle est sur le terrain. C'est elle qui vit tous les jours l'accueil des publics. C'est elle qui les voit passer, les familles, qui voit passer les parents, qui les voit réagir, qui voit les actions qui se passent, les interactions. Je parle aussi si vous avez du personnel qui est qui est agent de sécurité, par exemple. C'est des gens qui sont tout le temps sur le terrain aussi, qui voient tout. Et bien sûr, le personnel de la médiation. Alors, donc, ces personnes-là et le personnel de l'accueil, bien sûr. Alors, tu sais, vraiment, c'est les gens qui sont en contact, là, qui voient toutes les petites choses, les petits écueils qui peuvent arriver ou qui peuvent améliorer les choses. Donc, une action à faire, ce serait, mais faisons-nous, je ne sais pas, à l'issue de la période estivale, on se fait une grande rencontre et puis on se fait un atelier éventuellement, je ne sais pas, on recueille quelles sont les choses à éviter éventuellement pour les familles, quelles seront les choses à améliorer. Par exemple, tiens, 5 activités pour l'année prochaine. Toutes sortes, c'est vraiment je pense, très précieux de valoriser ça, ce que les gens qui sont directement en contact avec les publics peuvent observer et ce qu'on leur dit aussi, ce qu'ils recueillent comme commentaire. Fait que, ne négligez pas cette importance de l'expérience terrain. Au niveau de votre offre, je dirais que la petite action, le petit geste qui est quand même relativement accessible, c'est d'avoir des activités autonomes. Surtout si on a un personnel réduit. Donc, une activité en autonomie, c'est quelque chose qu'on remet. Donc, la famille part avec ça, elle fait ses choses. Ça ne nous implique pas d'avoir du personnel de médiation sur place. Ça ne nous oblige pas non plus à avoir quelque chose à heure fixe. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié des familles parce qu'elles ont quelque chose. On leur dit, voici ce qu'on vous offre, vous avez ceci, bonne visite, on explique la chose et on les laisse partir. Donc, je vous donne 4 exemples. Encore une fois, vous savez, je vous l'ai dit au début, des exemples que j'ai trouvés, il y en a plein d'autres, mais je vous en donne 4. Par exemple, le musée McCord-Stewart, c'est une de ses offres, là, mais c'est un petit rallye aux 4 coins du musée où on a pris des photos de choses qui sont dans le musée, puis quand les enfants ont à chercher, c'est une sorte de chercher-trouve finalement.
que j'ai fait moi-même l'autre fois, que j'ai adoré. J'étais toute seule, mais je l'ai fait. C'est vraiment chouette parce que ça force à observer, puis c'est partout, un petit peu partout là, dans l'institution. Les fameux rallyes, les fameux carnets d'activités, j'estime que c'est quelque chose d'indémodable. La preuve, c'est que Parc Canada a ça depuis à peu près 30 ans. J'en ai fait un nombre incalculable avec mes enfants quand ils étaient petits. On me les réclamait. On me disait, est-ce qu'il y a un Parc Canada? On faisait du camping, donc est-ce qu'il y a un Parc Canada dans le coin? On me le demandait parce que chaque carnet est différent selon le lieu. Et il y a la fameuse récompense de la médaille qu'on reçoit avec le nom du lieu qui devient une collection. Donc, on s'en va chercher le côté affectif des collections en plus avec cette médaille. Exemple très simple, mais qui fonctionne tellement d'ailleurs que Parc Canada maintenant a aussi une offre pour les tout petits. Donc, au départ, il y avait ce cahier-là que vous voyez sur l'image, mais ils ont ajouté un même carnet pour les petits, les enfants moins grands. Donc, la preuve que ça marche tellement qu'ils ont mis ces efforts-là. Un autre exemple, c'est des trousses familiales. Donc, par exemple, le musée de Vaudreuil-Soulanges, j'en ai une depuis des années. Donc, c'est vraiment une trousse qu'on remet pour découvrir les expositions en autonomie avec des choses à observer, des petits jeux. Et il y a un exemple avec un petit macaron à colorier qu'on garde et qu'on ramène à la maison. Donc, c'est un petit exemple simple mais très efficace. Et les rallyes, encore une fois. Donc, je vous signale que l'îlot des Palais, eux, ont joué la segmentation du public, c'est-à-dire que ça aussi, c'est une tendance du milieu muséal depuis quelques années, c'est de segmenter les publics. Donc, le public famille, autrement dit, on le morcelle en sous-groupes. Alors ici, ils ont joué le jeu à l'îlot des Palais. Donc, ils ont le rallye de l'intendant qui est pour trois versions, trois âges différents, 3, 6 ans, 7, 11 ans et 12 ans et plus. Donc, on a évidemment plus de travail, mais une fois que le travail est fait, on a une belle offre. Et là, selon le groupe familial qu'on a devant soi, ben, on peut remettre même un rallye à trois rallyes peut-être à même trois enfants de la famille, puisqu'on a nos trois versions. Alors, on a segmenté le public en s'adressant à différents groupes d'âge. Pas de plus, mais c'est de développer une programmation famille, alors une programmation le plus officielle. Alors, c'est sûr que ça peut prendre aussi de nombreuses formes. On peut avoir des activités avec médiation. Donc là, évidemment, ça prend le personnel pour, mais avec, par exemple, des heures fixes. J'adore cette image que je remets souvent dans mes du petit garçon avec le concombre de mer. Donc, par exemple, à Exploramer, c'est ce qu'on fait. On va chercher des spécimens vivants, puis on les fait manipuler, on les introduit aux enfants. On peut avoir des ateliers aussi. Évidemment, les ateliers, c'est encore quelque chose d'indémodable parce que la famille, ça répond à une des attentes de vivre quelque chose ensemble et en plus de partager, puis en plus de dialoguer. Donc, en réalisant ensemble quelque chose, quel qu'il soit là, au niveau physique, ben on a un moment vraiment chouette et partagé et agréable. Puis ce qui est le fun avec les ateliers, c'est que ça peut être avec ou sans médiation. Donc, souvent, les musées des beaux-arts font ça d'ailleurs, c'est que c'est des tables qui sont disposées, ce qu'on appelle un peu en anglais les art labs. Donc, c'est une table avec des instructions, avec le matériel qu'il faut. Puis on s'installe, on réalise quelque chose. Et puis, ça peut être un collage, par exemple. Mais on a les instructions en général là, qui sont sur la table avec le matériel. Parfois, on a peut-être une personne de la médiation qui maraude, qui demande, avez-vous des questions? Avez-vous besoin d'aide? Mais c'est pas quelque chose fixe, c'est pas une heure fixe. De mémoire, le Musée des Beaux-Arts, je ne sais pas s'ils le font encore, mais je pense que oui, c'est de 11 heures à 16 heures, par exemple, le samedi et le dimanche. On a une salle comme ça, on entre, il y a plusieurs tables, on s'installe, on fait un atelier, puis on repart. Donc ça, c'est très apprécié parce que c'est en tout temps, donc on sait qu'on a quelque chose qui s'offre à nous. On pourrait aussi décider de créer des rendez-vous. Créer des rendez-vous, c'est intéressant parce que là, on vient fidéliser tranquillement un public. Par exemple, les samedis famille au Musée des Hospitalières, c'est clairement indiqué, le mot famille est là, donc c'est le samedi. Et en l'occurrence, c'est un samedi par mois aux Hospitalières. Donc ça, c'est un rendez-vous concret. On peut y aller une fois, on se dit, ah, c'est chouette, on sait que si on veut y retourner, ben, il y en a un tous les mois. Je vous donne d'autres exemples. Le Musée national des beaux-arts avait les rendez-vous des petits curieux. J'aime ça aussi je trouve ça chouette quand on s'attarde à trouver un titre
qui est attirant, qui est le fun et qui est clair aussi. Les dimanches famille à Pointe-à-Calière, par exemple, qui sont à l'extérieur du musée. Le MAC en famille. Donc, trouver une formule qui est clairement indiquée pour les familles et qui, encore une fois, vient créer ce rendez-vous. Et vous vous rappelez tout à l'heure, les adultes disaient qu'ils voulaient plus d'événements spéciaux. Eh bien, voici, miser sur l'événementiel, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de très, très, très porteur pour les familles. Je vous donne l'exemple du Musée d'art de Joliette qui font la semaine de relâche magique avec le petit jeu de mots avec le nom. Bon, semaine de relâche, Noël, Halloween, Pâques, été, les camps de jour. Donc, c'est s'accrocher aux événements de l'année qui sont éminemment familiaux. C'est aussi une solution tout à fait possible. Je vous donne d'autres exemples d'activités événementielles. Par exemple, l'Odyssée des bâtisseurs à Alma font tous les hivers le temps des sucres à l'approche du printemps. C'est une grande journée familiale avec des sucres, avec des jeux, avec la visite du musée qui est incluse. Je vous donne l'exemple aussi du bateau fantôme du Musée maritime du Québec, qui n'existe plus, mais qui était, j'aime ça nommer aussi des choses qui n'existent plus parce que ça demeure tout à fait des bonnes idées parce que on m'a raconté que ça demandait trop de personnel, c'était tellement énergivore, mais c'était un succès extraordinaire et ça se faisait au moment de l'Halloween. Donc, encore une fois, s'accrocher à des exemples comme ça, à des événements, c'est quelque chose qui est tout à fait porteur. Puis ça peut être une très belle façon de commencer à attirer nos familles. Puis après, une fois qu'on les a conquis, ben là, on s'attache à les fidéliser petit à petit. Une grande action, ça pourrait être de créer une expérience famille unique. Vous vous rappelez tout à l'heure, encore une fois, les adultes ont dit qu'ils aimaient vivre des choses uniques. Ils n'aimaient pas vivre des choses un peu partout pareilles. Donc, je vous donne quelques exemples. Évidemment, l'expérience immersive, c'est toujours extrêmement populaire. Je vous mentionne par exemple l'exemple de Tectonique au Géoparc de Percé qui est super. Je l'ai faite l'été dernier, celle-ci. J'ai adoré ça. Donc, c'est sûr que c'est un énorme coût, évidemment, ce genre d'expérience immersive-là, mais ça dure souvent des années et c'est très, très populaire, très, très familial. Vous avez Terra Mutantes qui existe encore, qui est depuis des années aussi au Musée de la nature des sciences de Sherbrooke. Vous avez le village historique de Val-Jalbert aussi qui avait avant du cœur à l'ouvrage et qui a maintenant le moulin à pulpe qui se passe dans un ancien bâtiment là, du moulin à pâte et papier qui est absolument grandiose et qui, avec son lumière, fumée, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Et vous avez aussi l'Écho des origines, qui n'existe plus non plus, qui était au Musée de la biodiversité de Bécancour, mais qui se passait dans la forêt, qui était avec une branche euh, interactive qu'on remettait au public. Donc, c'est des exemples. Évidemment, encore une fois, c'est des grands coûts, mais c'est souvent aussi des grands facteurs de succès. Un exemple plus simple, les jeux d'évasion, c'est aussi quelque chose qui est quand même très populaire. Le musée de Saint-Jean-de-Mata en avait un dans le temps de Noël il y a quelques années. Ils ne l'ont plus maintenant, mais je vous donne un autre exemple actuel qui est le musée de l'Auberge-Sims à Gatineau, qui est un musée, sachez-le, gratuit, qui a pas de frais d'entrée, mais ils essayaient quand même de trouver des revenus possibles et ils ont eu l'idée de faire une chambre d'évasion et ça a tellement fonctionné, c'est tellement populaire que celui-ci vole à l'Aquatic Club et la deuxième édition. Donc, c'était une solution qui a été, qu'ils n'espéraient pas aussi populaire, sincèrement. Là, c'est la directrice qui m'a raconté ça. Donc, ils sont rendus à leur deuxième édition, puis c'est complètement, c'est très, très, très populaire. Et moins coûteux. Ça, c'est un exemple justement moins coûteux. Évidemment, les laboratoires d'expérimentation comme le MLab Créaform au Musée de la civilisation, sont des laboratoires d'expérimentation numérique sont très populaires aussi. Et les expériences théâtrales peuvent être très chouettes aussi, notamment si vous avez
un lieu historique, une maison historique, par exemple. Le musée Pointe-à-Cala le fait de longues années. C'est encore une fois quelque chose qui n'existe plus, mais qui a été si populaire, que c'était une pièce de théâtre qui s'appelait Qui est le vrai Père Noël dans le temps des fêtes, avec des comédiens professionnels. C'est sûr que c'est très, très coûteux, là. Mais ça a été quelque chose aussi qui a fonctionné des années. Donc ça, ce sont vraiment des... Quand je vous parlais d'unicité, ça, c'est vraiment des expériences uniques qui sont juste à cet endroit-là. Donc, ça peut être aussi une grande action qu'on peut faire pour le public famille. Au niveau de vos communications maintenant, euh, encore une fois, je reviens à communiquer ce que vous avez déjà. Donc ça, je pense que c'est un petit geste. Encore une fois, je pense qu'on sous-estime souvent ce qu'on possède déjà. Alors, on ne commence pas de zéro. Qu'est-ce qu'on a déjà pour nos familles et comment on peut en parler? Comment on peut le communiquer, ce qu'on a déjà, avec fierté, avec assurance. Donc, qu'est-ce qu'on peut annoncer déjà sur nos réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre site web qu'on a déjà? Quelle stratégie on peut imaginer en équipe pour informer le public famille de ce qu'on a déjà? Donc, ça, ce serait vraiment un petit geste que je mettrais à votre réflexion. Ensuite, un pas de plus, ce serait d'affirmer le public famille sur votre site web. Les chercheurs, notamment les sociologues, ont beaucoup observé ça, c'est que les familles en général, lorsqu'elles sortent, c'est pas rare qu'elles se préparent. Notamment, je pense que c'est plus proprement observé chez les femmes, ce souci de vouloir préparer la visite. On s'assure, est-ce que si je veux amener des collations, y a-t-il un endroit pour manger là? Est-ce que le stationnement, ça va être facile? Tu sais, on s'informe avant de partir. Donc, si votre site web a déjà une présence famille, c'est un plus. Alors là, ça ne veut pas dire de tout changer, de rappeler votre serveur, de rappeler votre fournisseur web, de changer votre site web. Vous pouvez essayer déjà de maximiser ce que vous avez sans nécessairement, c'est sûr qu'un idéal, c'est un onglet famille qui apparaît clairement dès votre page d'accueil, mais ça peut aussi être une sous-section famille qui serait par exemple dans votre onglet activité ou dans votre onglet préparer sa visite. Souvent, dans les sites web, on a quand même un de ces deux onglets-là, c'est pas rare, donc c'est peut-être là que vous pourriez ajouter une section famille. Ça pourrait être aussi un PDF à télécharger. Ça pourrait s'appeler Préparer sa visite en famille. Vous téléchargez ce PDF-là, puis ça, c'est plus facile, je pense, sur un site web d'ajouter un PDF que, évidemment, d'ajouter un onglet. On s'entend que c'est pas la même, le même travail à faire. Une autre stratégie, ça pourrait aussi être d'avoir des visuels ou des photographies qui indiquent que votre institution, elle est très familiale. Donc, si par exemple, sur une page d'accueil, vous avez tout de suite, vous tombez sur une photo avec des familles, ben, intuitivement, on comprend qu'on va être bienvenu sans que vous soyez obligé d'avoir ajouté encore une fois un onglet, là. Donc, il y a moyen, je pense, avec des coûts raisonnables, d'augmenter la présence famille sur votre site web pour affirmer donc que ce public-là est attendu et est le bienvenu. Une grande action, mais ça pourrait peut-être être d'organiser une grande opération promotionnelle. Alors, à ce moment-là, si vous décidez, par exemple, une année d'essayer un événement, par exemple une fête famille à l'Halloween ou à Pâques ou un grand événement famille, bien, à ce moment-là, annoncez-le en grande pompe. Euh, Ça peut être une grande action, là, quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Est-ce que vous pourriez organiser un concours, par exemple, dans le cadre de cette journée-là, l'annoncer également dans votre stratégie promotionnelle. Publiciser une grande nouveauté, par exemple, nous avons maintenant un camp de jour à la relâche ou nous avons une activité mensuelle tous les mois désormais. Nous accueillons les familles le quatrième dimanche du mois, par exemple. Donc, ça peut être annoncé aussi de manière tu sais, de manière fière, de manière joyeuse et enthousiaste. Et utiliser plusieurs plateformes pour faire cette campagne-là. Donc, votre site web, évidemment, mais vos médias sociaux, si vous en avez, l'intérieur même de votre institution, vos propres murs, par exemple, une affichette à l'accueil, une affichette dans le hall d'entrée, à l'extérieur, peu importe. Et utiliser également les publications régionales ou locales, par exemple. Je vous signale deux exemples
de lieux où on peut aussi s'afficher sur le web. Par exemple, Quoi faire en famille, c'est un site vraiment très chouette qui est très large. Là, c'est pas juste les musées, mais il y a une section vraiment pour les musées. Et vous seriez étonné, parce que je le fais souvent l'exercice quand on fait la formation justement sur les familles à la SMQ, de prendre des institutions de gens qui sont dans le groupe, puis on va voir si leur musée est là. Et en général, le musée, jusqu'à présent, 100% des cas, le musée était là. C'est-à-dire que vous le savez peut-être même pas vous-même, parce que si je ne m'abuse, c'est pas un site qui est payant, là. Vous n'avez pas à payer pour être dessus. C'est un site qui rassemble toute une série d'activités possibles à faire pour les familles. Donc, il y a une section musée et en général, ça fonctionne donc par une fiche. Donc, c'est un exemple de lieu, par exemple, où on peut s'afficher, où on peut avoir une présence qui est hors de ses propres réseaux. Et je vous donne l'exemple aussi très chouette de Famille Tout Inclus qui est à Trois-Rivières. En fait, Famille Tout Inclus, ça a été d'abord une page Facebook. C'est-à-dire que tous les lieux culturels de Trois-Rivières se sont parlés. Là, j'entends les musées, mais aussi les bibliothèques, les maisons de la culture, euh, parcs éventuellement. Et ils se sont dit, tiens, créons une page Facebook et ayons la discipline d'aller annoncer sur cette page tout ce qu'on fait qui s'adresse aux familles. Donc, c'est sûr que ça prend de la discipline, ça prend des gestionnaires de la dite page Facebook, mais ça a si bien marché, cette page Facebook, que c'est devenu aujourd'hui un site web qui conservait le même nom. Alors, juste pour dire que ça, c'est une question de partenariat, c'est une question de fédération, je dirais, fédérer là, des actions des énergies. Mais ça a fonctionné et c'est devenu un réflexe sans doute pour plusieurs familles de la région de Trois-Rivières d'aller voir là-dessus, puis de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fin de semaine? On va aller voir Famille Tout Inclus. Donc, c'est un bel exemple, je trouve, de collaboration entre différentes institutions de nature culturelle qui se sont parlé puis qui ont créé en fond, c'est un, c'est un moteur de communication finalement intéressant. Partie 3 maintenant, quelques exemples inspirants, quelques exemples de lieux qui sont éminemment familiaux, qui ont des expériences famille. Donc, j'en ai pris quelques-uns. Euh, Écoutez, je sors des musées exprès, volontairement, et c'est un petit peu, celui-là était peut-être un peu personnel parce que j'ai longtemps fait du camping quand nos enfants étaient petits. Et la CEPAC, en fait, c'est un très bel exemple d'une institution qui a compris ce que ça signifiait d'accueillir les familles. Et si vous êtes vous-même campeur ou si vous avez l'occasion de vivre une expérience CEPAC, je vous le conseille parce que la CEPAC, elle a développé l'expérience famille. Elle a vraiment joué le jeu. Elle a créé un logo je vous ai mis sur la diapo. Donc, quand on voit apparaître ce logo en arrivant dans un parc de la CEPAC, on sait que on sera accueilli dûment en tant que famille. La CEPAC, elle a aussi une version, elle a aussi un pan culturel, je dirais, activité de médiation, parce qu'elle offre des cahiers de jeux aussi aux enfants qui sont dans ces parcs. Et de nombreuses CEPAC ont aussi des gradins en plein air pour faire des activités. Alors, le radar à famille dont je vous parlais tout à l'heure, les gens de la CEPAC, ils l'ont de manière assez impressionnante pour ce que j'en ai vécu. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, on va nous indiquer les sentiers qu'on peut faire avec nos enfants selon l'âge qu'ils ont. Donc, le sentier 2, le sentier 7, le sentier 4, c'est pas trop long, c'est facile. Tu sais, on nous dit ce qu'on peut faire selon le groupe qu'on a avec lequel on se trouve. Donc, personnel très, très proactif. Et on va nous dire, par exemple, ce soir à 8 heures, vous avez une conférence sur les loups. Et puis, si jamais vous voulez aller faire une balade puis vous avez oublié votre porte-bébé, ben, on peut vous en prêter un. Donc, c'est très, très, c'est vraiment de grande qualité. Donc, je tenais à vous en faire part de cet exemple-là parce que, puis sortir de son milieu, c'est le fun aussi d'avoir des exemples qui viennent d'ailleurs. Un exemple aussi international, donc je voulais parler du MoMA parce que le Museum of Modern Art à New York est un musée où la famille est extraordinairement bienvenue pour toutes sortes de raisons.
Bon, déjà sur le site web, il y a l'onglet Families, donc on le sait qu'on se prépare, on a tout ce qu'il faut. Et ce que j'aime beaucoup du moment, c'est que c'est un lieu où il y a vraiment de tout pour tous les goûts et ils ont joué la carte famille de toutes les façons possibles, c'est-à-dire qu'on a des choses, on a des offres autonomes, des carnets, des fiches d'exploration, on a aussi des visites guidées. De mémoire, ils ont quatre visites guidées différentes pour les familles, donc avec ados, avec enfants de 2 à 4 ans, en tout cas, je me souviens plus par cœur, mais il y a quatre segments de familles qui sont visés pour les visites guidées. Ils ont des audioguides spécialisés pour les petits, pour découvrir les œuvres d'art. Il y a également, ça c'est la photo d'en haut là, avec la maman et sa fille. Donc, ils ont aussi des animations spontanées avec chariot. Donc, quand ils voient des regroupements familiaux dans une salle, il y a un médiateur ou une médiatrice qui arrive avec son chariot, puis on se met carrément par terre, on fait un collage, une petite nature morte rapide esquissée, peu importe, mais c'est des animations spontanées. Donc, c'est vraiment un exemple tout à fait inspirant on décide qu'on accueille des familles, mais on y va vraiment dans toutes les sphères. Et je vous mentionne également, euh, en fait, il y a un menu enfant, il y a des rehausseurs. En fait, bref, c'est vraiment un très bel exemple là, à retenir. Ici, plus proche de nous, je vous donne l'exemple du musée maritime de Charlevoix parce que je trouve que il y a vraiment les photos, entre autres, du site web. Quand je vous parlais tout à l'heure d'un exemple de mettre des photos d'enfants sur son site web, dès qu'on entre dans la section Préparer sa visite, on voit cette photo. Alors, je pense on n'a pas besoin d'en dire plus, on comprend que c'est familial. C'est un lieu où on peut passer vraiment une journée complète parce qu'il y a de tout. Il y a des choses à l'intérieur, il y a des choses à l'extérieur, notamment le parc des navigateurs. C'est sûr qu'on peut entrer dans des bateaux. Tu sais, il y a quelque chose de très magique aussi là-dedans. Il y a des activités interactives, il y a des lieux pour faire des collations. Je pense qu'en été, ils ont une petite cafétéria de mémoire. Donc, c'est un lieu où on peut passer vraiment beaucoup de temps. Et quand on prépare sa visite, encore une fois, on le sait qu'on est attendu, ne serait-ce que juste avec les photos. Donc, pour faire un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, je trouvais que c'était un exemple intéressant. Je vous donne d'autres exemples. En fait, ce que je trouve fascinant des musées, c'est leur capacité à être de leur temps et à suivre les tendances. Par exemple, ben, l'art du conte, des arts du conte, alors que c'était souvent toujours dans les bibliothèques pendant longtemps, donc c'est maintenant beaucoup dans les musées aussi. Bon, l'exemple de Barbada de Barbadès, une drague de Montréal qui fait des arts du conte au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, on varie, on offre des choses surprenantes. On reste pas cantonné à des choses qui sont plus traditionnelles, je dirais. Donc ça, c'est très amusant. Je souligne aussi la Maison du Mulon à Rouyn-Noranda. Je trouve ça c'est tellement une bonne idée. En hiver, ils prêtent des raquettes et des patins gratuitement parce qu'ils sont à côté du lac Ossisco. Mais ça, c'est une magnifique manière d'attraper les familles par la bande. Je trouve ça très amusant parce que c'est directement à côté. Donc, on a tendance à dire, ah, mais c'est quoi la Maison du Milon? Mais venez, venez faire un tour. Je trouve ça amusant d'aller chercher les familles d'une façon tout à fait originale et de venir créer un moment, un rendez-vous aussi et créer un intérêt à entrer dans cette fameuse maison qui est en fait un ancien magasin général euh, de, de Rouen. À la pêche au mot, c'est quelque chose qui n'existe plus, mais j'aime parler encore une fois des choses qui n'existent plus parce que c'est des très bonnes idées qui sont à conserver. Donc, quand je vous parlais d'activité autonome, c'était en fait une activité avec des lumières UV où on allait chercher des indices cachés dans l'exposition permanente. Donc, ça n'existe plus parce que l'exposition a changé, mais j'aime bien cet exemple parce que c'est quelque chose de simple, pas très coûteux, autonome. Donc, c'est encore une fois des exemples que je trouve tout à fait inspirants.
Un autre exemple, la Maison des Arts de Laval, qui a un projet depuis longtemps qui s'appelle Parents médiateurs. Comme l'art contemporain fait souvent peur, il y a souvent des gens qui se disent, ah, comment je vais parler de ça à mes enfants, je ne sais pas par quel bout prendre ça. Donc, c'est une petite trousse qui permet aux parents d'initier leurs enfants à l'art contemporain avec l'exposition en cours. Ça, j'avais parlé aussi avec la directrice l'année dernière, puis elle me disait que ça marche très bien, ce projet. C'est une idée qu'ils ont eue, puis qui fonctionne bien, donc ils la conservent, puis d'expo en expo, ils organisent des activités qui sont liées aux expositions en cours. Une belle histoire loupe-rivoise que je voulais vous raconter. En fait, ça se passe à Rivière-du-Loup, donc au manoir Fraser. Et en fait, une surprise qui est survenue. Quand je vous disais que les choses peuvent être parfois simples, c'est que la directrice avait, en fait, le manoir Fraser accueillait au grenier, une partie de ses salles était réservée à un centre d'art régional qui faisait des expositions. Et un jour, le centre d'art a dit, ben, on a trouvé un autre lieu, donc on va quitter le grenier, on va quitter l'étage. Alors, la directrice se retrouve à quelques semaines d'intervalle, juste avant l'été, avec trois salles à occuper. Et comme j'avais un mandat avec eux à ce moment-là, elle a dit, est-ce qu'on se fait un petit remue-ménage? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces salles-là? Et en fait, ce qui a été choisi, c'est de faire une salle familiale, en fait, une salle photo pour faire des selfies avec des éléments de costume, entre autres, c'est toujours populaire, et une salle familiale. Et en fait, cet espace-là, ce qu'il a permis de créer, en fait, c'est de modifier un petit peu l'offre familiale. Alors, avant, le Manoir Fraser avait une application qui commençait à être un petit peu désuète et qui était en ligne avec téléphone, etc. Alors qu'ils se sont dit, tiens, comme on a une nouvelle salle et que c'est un parcours qu'on fait dans le manoir, on pourrait faire un jeu d'enquête qui se clôturerait dans la salle. Donc, c'est une enquête qui a été faite avec un code. Donc, ça revient un peu chercher les codes des jeux d'évasion aussi. Et le tout se clôture dans une salle où, en plus, on peut faire une activité un petit peu comme les salles d'atelier, là, avec des tables et des activités dirigées, mais autonomes, encore une fois. Alors, en fait, ce que la directrice m'a raconté, c'est que leur public, grâce à ça, est passé de 25 à 33 c'est-à-dire qu'il y avait un visiteur sur quatre qui venait en famille. Maintenant, c'est un visiteur sur trois, grâce à cette stratégie qui est finalement assez simple, qui a été mise en place presque sur des chapeaux de roue. Et c'est la preuve, encore une fois, que quand on offre des choses à la famille, en fait, le personnel d'accueil n'arrête pas de recevoir de l'enthousiasme. Les gens sont contents, les enfants sont contents, ils ont envie de revenir l'année prochaine. Et donc, c'est que ça peut être simple. C'est un petit peu ça, là, la conclusion de cette belle histoire. Et je souligne en plus que sur le site du Manoir Fraser, il y a un article, ça a été mis sous forme d'article qu'on peut cliquer assez simple. Six bonnes raisons pour visiter le manoir avec vos enfants. Donc, c'est une autre façon, encore une fois, au niveau communication ici, qui peut être assez facile d'ajouter quelque chose sur lequel on clique. C'est relativement facile au niveau technologique, je dirais. Euh, Quelques bonnes pratiques maintenant pour terminer. En fait, ben, encore une fois, miser sur les atouts qu'on a déjà, je l'ai répété à quelques reprises, mais je tiens à le redire encore au niveau, en conclusion, c'est-à-dire que euh, je pense qu'on sous-estime vraiment souvent ce qu'on a déjà et il ne faut pas partir en se disant, ah, c'est gros, je sais pas, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on a tellement, est-ce qu'on a tant que ça de choses à offrir? Mais oui, je suis sûre que oui. Il faut juste en être conscient puis prendre le temps de l'analyser. Évidemment, si on a une tarification famille, ça aide beaucoup. C'est pas tous les musées qui le font ou qui ont eu déjà l'idée de le faire ou l'initiative de le faire, mais c'est quand même aussi une manière de dire qu'on vous attend puisqu'on a un tarif pour vous. Après, ça se réfléchit, les tarifs famille, notamment, parfois c'est une famille avec deux enfants. Maintenant, vous avez vu, il y a quand même des familles avec trois enfants, donc on peut peut-être ajouter trois.
Une façon de faire, c'est peut-être d'avoir un tarif enfant supplémentaire qui est très, très petit aussi. Donc, il faut la réfléchir, là, cette tarification, mais quand on en a une, ça démontre quand même clairement qu'on attend le public, puisqu'on a déjà euh, quelque chose qui s'y associe. Développer son radar à famille, encore une fois, si vous arrivez à faire ça, ça va être un grand, grand plus dans votre institution parce que les familles se sentiront bienvenues dès leur arrivée. Communiquer clairement son offre. Encore une fois, je reviens ici à quelque chose que j'ai dit. Oser et tester. Si vous avez la chance de faire des focus groups, c'est relativement encore une fois, facile de faire des focus group en partant juste des gens autour de vous, là, pas en lançant nécessairement une annonce sur vos médias sociaux. Vous pouvez faire ça avec des gens de votre entourage. Mais je vous donne un exemple. Si vous vouliez faire un samedi famille, par exemple, avec des ateliers, ben, peut-être que c'est une bonne idée de le tester avant avec un groupe cible. Petit truc aussi, faites des photos. Si vous avez des gens qui sont, par exemple, si c'est des amis d'amis ou vos propres enfants, faites des photos pour votre future promotion de cet atelier-là. Puis c'est des gens qui pourront facilement accepter le droit à l'image, par exemple. Euh, donc, si vous pouvez le faire, en tout cas, c'est un bon conseil pour ne pas se tromper, puis déjà s'ajuster avant même de faire l'activité. On a déjà des ajustements qu'on a pu apporter. Euh, Si vous pouvez tendre vers une offre démultipliée, c'est-à-dire que si on a à la fois notre activité autonome, mais on a aussi une fois par mois un samedi famille, si on a un événement annuel, donc on a une offre qui déjà se démultiplie, qui est multiforme, alors déjà on devient encore plus attractif parce on donne une impression de richesse de quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment, qui se prend, qui se développe de différentes façons, autrement dit. J'ai envie de dire, vivez vous-même des expériences famille, parce que si on n'en vit pas, ça devient un petit peu ça devient un peu abstrait. Évidemment, si vous avez déjà des enfants, c'est parfait. Mais j'ai envie de dire, quand on n'a pas d'enfants, ça s'emprunte des enfants. On peut avoir une sœur, un frère, des neveux, des nièces, des petits-enfants. Ça s'emprunte. Et même, j'ai envie de dire, tout seul aussi, moi, personnellement, comme j'adore ce sujet et que je donne des formations sur les familles, je fais moi-même des activités famille. J'en ai fait encore plusieurs l'été dernier. Je me glisse. Évidemment, on pourrait me dire, pas d'enfant, vous ne pouvez pas venir, j'accepterais, mais quand je peux me glisser sans enfant, je le fais aussi pour observer comment ça se passe, les interactions, comment les gens réagissent, comment les enfants réagissent. J'adore ça, observer ça. Donc, ça me donne beaucoup aussi de jus, je dirais, ça me donne des idées, ça me donne des pistes aussi à suivre. Et ben, surfez sur le web si vous pouvez pour vous inspirer. Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les autres musées font? Qu'est-ce qui se fait pour les familles dans les villes, dans les maisons de la culture? Puis, toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, Quoi faire en famille est un très chouette site sur lequel surfer pour voir ce qui s'offre aux familles dans toutes sortes de sphères d'activité. Et en terminant, peut-être quelque chose à retenir, une activité qu'on conçoit pour les groupes scolaires, ça requiert une adaptation pour les familles et vice-versa. Donc, faut pas, idéalement, l'un ne se transpose pas à l'autre directement. Ça demande quand même une certaine adaptation parce que les objectifs et les attentes de ces deux publics-là ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ce qui est le fun, c'est que on peut souvent quand même aller rechercher un atelier, par exemple, va pouvoir être utilisé pour les deux publics, mais d'une façon un petit peu adaptée, évidemment, là, pour chacun. Alors, c'est ici que je conclurai. Donc, je sais qu'il y a une période de questions. Alors, je vais arrêter le partage. Et merci Geneviève. Tu nous avais averti que tu donnerais beaucoup d'exemples. Je pense que je pense que ça semble apprécié. Donc, si effectivement, on va ouvrir à la période de questions. Si y en a qui aimeraient
poser des questions à Geneviève. On vous invite. On a des mains qui applaudissent. Tu vois, ça fait plein de, plein de réactions. C'est super. On vous invite à les inscrire dans le chat. Donc, c'est simplement en cliquant sur l'onglet qui est au bas, c'est les petites bulles de discussion là, pour ouvrir la fenêtre du chat si ce n'est pas déjà fait. On vous invite à glisser vos questions là. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, mais sinon, on pourra les trier, essayer de les rassembler. J'en ai déjà reçu une, mais moi, j'en avais peut-être une avant, Geneviève. Je me lance sur un des aspects qui m'a sauté aux yeux en t'écoutant aujourd'hui, parce que tu as parlé beaucoup des carnets. Dans un des exemples là, que tu as mentionné, les chariots aussi pour faire des animations spontanées. Je me suis posé la question si ce qu'on a appelé longtemps des trousses, des valises, Mhm. est-ce que c'est une tendance je dirais pas qui se perd, mais qui se transforme en ce moment dans les musées? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit moins parce que peut-être les trousses requièrent un temps, une expertise en animation qu'on n'a pas tout le temps de disponible en tout temps dans les musées? En tout cas, je fais ce lien-là peut-être, versus des activités plus en autonomie pour les Mhm. familles ou les visiteurs. J'étais curieuse peut-être de t'entendre là-dessus par rapport aux tendances des trousses. Ben, les trousses, deux tendances que j'ai vues dans les dernières années, c'est de s'associer à un partenaire. Par exemple, je sais que le musée McCord avait, il y a peut-être 2 ou 3 ans de mémoire, une trousse avec Hydro-Québec. Là, je dis ça un peu par cœur, mais c'était un petit sac. Tu faisais les petits sacs avec un petit fil, un petit lacet, là, tout simple, là, qui était remis. Les familles repartaient avec. Donc, Oh, mais OK. c'était en partenariat, là. Donc, évidemment, le fait du partenariat donnait quelque chose. Puis je pense que quand il y en avait plus, il y en avait plus, là. Je pense qu'ils en ont eu un certain nombre, puis après, ça s'est terminé. Mais ça, c'est un exemple peut-être intéressant de se trouver un partenaire et de remettre quelque chose. J'ai vu un exemple au Quai Branly à Paris qui s'appelait Mon petit sac d'Explo, qui lui est prêté. Et c'est un sac qui est beaucoup versé vers les sens. Donc, il y a des choses à sentir, il y a des textures à toucher, il y a des, fait dans ce sac-là, il y a plein de surprises. Il y a un petit casse-tête, je pense. Puis une fois qu'on l'a utilisé, on le ramène à l'accueil. Puis je pense que c'est un sac lavable en tissu, là. Donc, là, ça veut dire que le musée, évidemment, a un entretien à faire, mais c'est quelque chose qui est prêté cette fois-ci. Et je donnerais l'exemple aussi, mais qui est un exemple intéressant, que le sac sensationnel, je pense que ça s'appelle, c'est qui, euh, pour les jeunes autistes dans le spectre de l'autisme, qui sont des sacs pour explorer le musée autrement, avec beaucoup. Je sais qu'il y a un minuteur à l'intérieur, il y a des écouteurs, il y a des choses aussi, mais ça, on le remet aussi à l'accueil. Donc, aussi pour des nouveaux publics qui sont en développement, là. Hmm. C'est des exemples récents que je peux te citer. Puis dans les exemples que tu as mentionnés, il y a, dans certains cas, bon, parfois c'est des objets qui sont donnés euh, aux visiteurs. Bon, ce qui peut peut-être aussi soulever des questions au niveau Mhm. écologique, là, évidemment, on s'en doute. Euh, mais dans le fait que ce soit une trousse qui revient, ça permet d'avoir un lien au début, puis d'avoir un lien Ouais, aussi à la fin. ouais. Il y a peut-être cette idée-là. Mais merci, je voulais te poser la question des trousses, justement. Mm. Une question qui est apparue. Euh, Avez-vous connaissance d'initiatives à succès faites par des musées ou des lieux dont l'image est liée à la religion ou aux communautés religieuses? Même si on met l'accent sur autre chose, l'image des religieuses ralentit beaucoup les jeunes et les familles. Mhm. Peut-être un sujet moins évident. Euh, j'ai envie de donner l'exemple du Musée des religions du monde qui maintenant s'appelle le Musée des cultures du monde, qui est tout près de Trois-Rivières, de l'autre côté du pont. Euh, En fait, je pense que ça jouait beaucoup sur des valeurs humaines. Tu sais, on allait beaucoup vers les valeurs humaines, on n'allait pas nécessairement vers les aspects religieux, là. Tu sais,
on allait vers les valeurs positives de ces religions-là, puis on tournait vers le partage, la collaboration. Tu sais, on accentue, c'est juste on braquait le projecteur autrement. Fait que je pense que c'est peut-être une façon de l'amener. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, il y avait des façons de faire à ce musée-là que je trouvais intéressantes pour justement gagner tout le monde. Une expo que j'avais vue aussi sur les religions du monde, justement, mais qui était vraiment chouette, c'est que ça passait par la voix des enfants. C'était 5 religions du monde qui étaient analysées, mais par des enfants qui les Mm, pratiquaient, ces religions-là. Donc, c'était très touchant, puis c'était très... mm, tu sais, on avait vraiment envie de les écouter. Ça passe par des capsules vidéo, par exemple. Mais je pense que les apports, ben moi, c'est sûr que pour ma part, je trouve ça très précieux, les apports qu'ont pu avoir toutes les communautés religieuses dans l'histoire du Québec. Donc, en misant aussi sur les apports concrets, notamment en santé, en éducation, je trouve que c'est une façon d'amener ça qui est très positive, là. Je sais pas si, mm. encore une fois, ça répond. Oui, ben, ce que j'entends aussi dans ta réponse, c'est que le radar à famille, dans ce cas-ci, ben, il faut comme le développer ou l'allumer au niveau de la programmation, donc en amont, au niveau de l'angle, de la communication, évidemment. Donc, il y a vraiment peut-être un travail à faire davantage en amont. Mhm, Pour aller chercher le public famille, savoir comment s'adresser. mhm, Une autre question. Quels canaux les plus efficaces pour rejoindre les familles? Puis là, en parenthèse, on voit les réseaux sociaux, les écoles, les organismes, les bibliothèques. Tu as mentionné là, deux sites à titre d'exemple, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons d'aller chercher, d'aller communiquer son offre de manière mhm. plus spécifique. Ben, je pense qu'il y a des musées qui ont joué la carte TikTok, entre autres, là, qui sont allés franc-jeu avec le TikTok, notamment présenter une œuvre en 45 secondes. Tu sais, des petites capsules qui se répètent, là, qui peuvent être chouettes. Là, ça, je sais qu'il y a des musées qui ont joué cette carte-là de façon franche et enthousiaste parce qu'ils se sont dit, ça fonctionne, allons-y. Donc ça c'en est une idée, par exemple. Mais c'est vrai que les écoles, je sais qu'elles sont plus difficiles à toucher c'est sûr que rentrer dans une école, là, tu sais, dans les communications d'une école, c'est compliqué, puis ça, c'est plus des groupes scolaires, là. Mais effectivement, je pense qu'il y a des canaux comme ça là, qui peuvent être YouTube aussi pourrait être un canal intéressant là, pour, par exemple, une série de capsules là, qui seraient associées au musée. Je pense que ça pourrait être aussi un facteur de succès, à mon avis. Si je peux me permettre, au niveau des médias sociaux, ce que j'ai remarqué aussi comme tendance, là, je ne sais pas si c'est encore très populaire, mais par région, par ville, même parfois, c'est qu'on va avoir des groupes de familles, des groupes même de parents monoparentales de telle région qui sont vraiment à l'affût, non seulement de réseauter entre eux là, Mhm, sur les médias sociaux, mais qui vont être à l'affût même qui vont organiser des activités de groupe et tout ça. Ça peut être, ça demande un truc plus de recherche, mais ça peut être très ciblé en fait de se retrouver sur ce groupe-là ou d'aller afficher si le groupe le permet une activité spéciale ou juste une offre. Tu sais, notre musée mhm. accueille des familles, donc ça peut être une façon plus ciblée peut-être d'aller chercher un public qu'on rejoindrait pas nécessairement Mm. facilement. D'ailleurs, Marjolaine, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a des blogs aussi de parents Oui, c'est qui sont ça. très. Il y a Oui. une recherche comme ça de blogs parentaux, c'est assez facile d'en trouver. Là. Malheureusement, j'ai pas d'exemple par cœur à vous donner, mais notamment, il y a des mamans, là, des fois, qui ont des blogs à faire avec ses enfants, puis ça peut être assez intéressant. Mm. Donc, sachez-le, là, c'est une autre option qui peut être quand même intéressante. Peut être complémentaire parce Mm. qu'effectivement, en fait, il faut se poser la question où est-ce que eux ils regardent pour aller Mhm. pour Ouais, chercher leurs idées d'activité. exact. Une autre question, quel serait l'avantage
le petit plus qui pourrait faire que ce serait intéressant pour une famille de s'abonner à un musée versus venir de manière sporadique. Peut-être que je pense il faut que la famille peut-être comprenne les avantages. Peut-être que ça pourrait être vous êtes chaque année invité à un événement spécial famille qui est juste pour vous. Euh, je sais que là, c'est un public, ça va pouvoir paraître peut-être un petit peu hors sujet, mais comme pour les publics sensibles maintenant, il y a des musées, notamment le Centre des sciences de mémoire fait ça, c'est-à-dire que ça s'appelle les matinées apaisées. Ce sont des matinées pour les jeunes qui ont des problèmes, sur le spectre, qui sont sur le spectre de l'autisme, pardon, qui ont un musée pour eux. Imaginez, par exemple, que pour vos familles, vous auriez une heure d'ouverture en avant, avant tout le monde, un samedi par mois. Je vous donne un exemple. Ça pourrait être ça, un exemple d'un avantage famille. Tu sais, une fois par mois, une heure avant tout le monde, vous êtes attendu. C'est un exemple que je donne, mais essayez de voir, de concrètement, poser. Euh, fait, donner des exemples de ce qui peut être spécifique là, à ce groupe-là, un petit avantage. Je pense qu'il faut y aller aux avantages finalement, les événements d'avantage. Oui, puis j'imagine aussi de rassembler l'offre, bon, évidemment, qu'on a déjà, mais le petit plus, c'est pas obligé d'être non plus 10 événements dans l'année, Mhm. mais des petits détails comme ça, c'est un bon exemple, je trouve, Geneviève, Ouais. d'ouvrir une heure plus tôt. Imagine que tu vas chercher un petit partenariat puis que tu as des croissants pour accueillir ta famille cette heure plus tôt-là. Mhm. C'est Ouais. des petites choses qui font la différence puis qui peuvent être, qui font en fait que les familles se sentent, sont bienvenues en fait, puis qu'on Mhm. s'adresse à eux puis qu'on les attend les bras ouverts. Très bien. Une autre question, tu en as parlé rapidement, mais je pense quelqu'un qui voudrait des précisions. Qu'est-ce qu'on considère comme une adaptation nécessaire pour une activité scolaire versus une activité familiale et vice-versa? Euh, Peut-être juste revenir un petit peu sur ce point-là. Ben, c'est sûr qu'un groupe scolaire, il faut absolument l'attacher au programme de formation de l'École québécoise. Donc, il faut démontrer aux enseignants que ça répond aux objectifs du programme scolaire et qu'il faut accrocher notre activité de façon claire à ce programme d'activité-là. Souvent, les groupes scolaires aussi, ils ont des enjeux de temps. Ils ont 1h15 parce qu'il y a l'autobus, il y a la gestion de retourner à l'école avant un autre bloc d'apprentissage, etc. Ce que la famille n'a pas. Donc, la famille aussi, c'est quelque chose de peut-être plus, plus simple. Sérieusement, ce qui fonctionne vraiment beaucoup, c'est ces fameuses tables où on a, ben, c'est le principe des art labs, mais en fait, un art lab, c'est dans les musées d'art, mais ça peut être aussi dans un musée d'histoire, là, le même principe, c'est-à-dire que tu as vraiment une table avec, au milieu de cette table-là, une série de consignes et tu réalises, par exemple, je sais pas, je donne l'exemple du manoir Fraser, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un petit truc qu'on tourne là, avec une image là, qui. Tomatrope, je pense Oui, que ben, ça par s'appelle. exemple, tu sais, c'est un exemple. Ça, c'est facile à réaliser. Tu mets les instructions, tu mets le matériel qu'il faut, puis la famille arrive, elle s'installe, elle prend connaissance des consignes, il y a tout le matériel qui est déjà là. Et ça, c'est très simple à mettre en place et ça répond à ce besoin de dialoguer, de partager, de coopérer ensemble, de passer un bon moment. Ça répond quasiment aux quatre, j'ai envie de dire, ça répond aux quatre attentes que je vous ai nommées dans le webinaire un petit peu plus tôt, sur une seule table, en fait. Donc, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Et ça, ben, c'est ça, on n'a pas à répondre à des objectifs scolaires, là. C'est déjà une des autres. Puis on répond aux attentes de la famille. Donc, c'est plus ça, je dirais, qui distingue les deux offres. Mais techniquement, votre atelier pourrait être semblable. C'est juste que vous ne le décrivez pas de la même manière, puis vous ne l'accrochez pas de la même façon non plus à vos consignes, par exemple. Moi, j'en aurais peut-être une autre question, peut-être un petit peu plus transversale. Puis je me permets de te la poser, Geneviève, parce que je sais que tu maraudes beaucoup les musées, que tu Mhm.
que tu fais ces activités-là, même si tes enfants sont rendus plus grands, tu les testes, tu les expérimentes, tu es vraiment à l'affût, puis que évidemment, tu parles aussi avec les gens qui travaillent dans les musées. Euh, pour des personnes, on sait là, il y a des ressources qui sont limitées. Il y a peut-être des éléments, des idées que tu as apportées dans tes exemples aujourd'hui où on aurait tendance à se dire, oui, ben nous, on n'a pas là, de budget pour acheter du matériel, pour produire une fiche, imprimer même des petites affichettes qui montrent notre offre, où on n'a pas de crayons, des choses de base. Est-ce que tu le vois quand même régulièrement? Comment est-ce que les musées qui sont créatifs puis futés réussissent un peu à détourner ça? Est-ce qu'il y a des moyens de faire des petits partenariats, des petites commandites peut-être pour avoir de la fourniture? J'ai même vu récemment des gens qui ont fait un appel auprès de leur communauté. Je me rappelle plus c'est quel musée ou centre d'art qui faisait un camp. Puis on voyait là, sans gêne, puis j'ai trouvé ça génial, la liste. Voici tout ce dont on a besoin, qu'on présume, vous en avez sûrement dans vos fonds de garde-robe. Il y a une boîte à l'entrée du musée. Venez nous porter. Puis tu sais, là, c'était vraiment, on a besoin euh, du papier, des cure-pipes, des choses très, très simples. Puis je pense que ils ont eu en fait trop de matériel en 3 jours, ça s'est rempli parce que les gens sont ravis de donner. Mm. Ou en tout cas de participer. Fait que j'essaie de t'amener un petit peu sur cette piste-là. Comment les musées peuvent contourner ce réflexe-là de dire, ben nous, on n'a pas d'argent pour en acheter des crayons. Mm. Ben, en fait, tu viens de donner des bons exemples, là. Je pense que moi, je l'ai déjà vu à l'école de mes enfants quand ils étaient petits. Là, on avait reçu tous les parents un appel. Faites donc, pouvez-vous faire le ménage de tout ce que vous avez chez vous puis nous l'amener au service de garde? Bon, c'est un exemple hors musée, mais c'est vrai que la même chose pourrait se faire sur des médias sociaux ou même sur une affichette à l'accueil ou n'importe quoi. Mais ceci dit, des activités, tu sais, des activités, c'est pas juste physique, là. Ça peut être toutes sortes de choses. Par exemple, poser des questions, par exemple. Vous pourriez décider dans votre prochaine expo que vous avez toute une série de questions qui s'adressent aux familles pour faire réfléchir, pour créer le dialogue. J'ai fait l'année passée un parcours dans un parc à Lévis et il n'y a aucun atelier là-dedans parce que mais c'est quand même un parcours jeunesse parce qu'il y a des choses qui ont été gravées sur le sol pendant l'aménagement où on repère par exemple des poissons. À un moment donné, j'invite les enfants à faire une danse parce qu'on parle du château Frontenac puis on raconte qu'il y avait des balles à l'époque par le gouverneur. Donc, est-ce que toi, tu peux danser? Il y a toutes sortes de manières, je pense, d'aller chercher les familles sans que ce soit physique, sans qu'on ait du matériel à acheter. Ça peut devenir justement des choses qui invitent au dialogue, qui invitent au partage. Ça peut être des choses physiques, un parcours physique à l'extérieur. Je pense que c'est ça, on n'est pas obligé de se donner cette obligation là, d'avoir quelque chose. Surtout si on n'a pas la place. Il y a des musées aussi qui n'ont pas la place, là, qui n'ont pas physiquement la place de mettre des tables ou un atelier, là. Donc, ce serait ma réponse avec des éléments de réponse, peut-être. Hmm. Une autre question. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement la réponse, mais je m'essaie quand même, Geneviève, puis tu me diras. Puisque c'est une question qui est peut-être un petit peu plus nichée. Quelle différence faites-vous entre les familles locales et les familles de touristes internationaux? Cherchent-elles la même chose? Ben, au niveau des apprentissages, sûrement pas, par contre, parce que si les gens viennent d'un autre pays, ils ne connaissent pas notre culture. Donc, déjà, culturellement, il faut leur expliquer sûrement des choses différentes. Le public local, c'est un public de proximité. Donc, là, je vois tout de suite un aspect communautaire très important. Il y a beaucoup de musées au Québec, d'ailleurs, qui sont situés dans des quartiers, littéralement, ou dans des endroits isolés, là, qui sont pas dans un centre, même un noyau villageois, ou qui peuvent être dans un rang. Je pense à musée école de rang d'Autier, par exemple, en Abitibi, qui est vraiment isolé. Alors, tout de suite, gagner ces publics de proximité dans ce temps-là, c'est un bon défi.
Mais ça, je pense qu'il faut entrer l'aspect communautaire. Il faut vraiment aller chercher les gens par toutes sortes de projets vraiment de ce type-là. Alors que les publics internationaux, ben, souvent, ben, surtout s'ils viennent de vraiment loin, ils ne connaissent pas la culture. Donc peut-être que c'est alors on fait, je vous donne un exemple, quelque chose autour du sirop d'érable, ben, il faudrait, à eux, il faut leur expliquer quelle est l'importance du sirop d'érable chez nous, puis pourquoi on fait ça, tu sais, on a vraiment un aspect, je dirais, plus d'apprentissage et de connaissance pour ce public-là. Il faut leur expliquer plus de choses, ou faire plus de mise en contexte. C'est peut-être la différence majeure. Puis c'est des publics qu'on ne peut pas gagner de la même manière, ça, c'est sûr. Surtout pas les publics de proximité, c'est souvent les plus difficiles à aller chercher, j'ai envie de dire. Mm. Oui, puis aussi la famille qui a visité le musée le musée de sa ville, ben, il va avoir tendance à dire je l'ai déjà vu ce musée-là, Ouais. alors que le touriste qui arrive, ben, il va être emballé de le découvrir. Donc, il y a Mhm. l'idée de développer des programmations qui sont différentes, des événements, des petits événements Mhm. aussi, peut-être pour eux. Mm. D'où l'événementiel et l'unicité dont je vous parlais au début, là, qui est Ouais. importante pour convaincre les publics de proximité que même si on revient, c'est pas forcément la même chose. Puis il y a moyen de vivre des choses différentes chaque fois qu'on vient, là. Hmm. J'ai j'ai vu Christelle, ta main levée, également ta question dans le chat. Est-ce que c'était pour la même question puis tu voulais la poser Non, je voulais verbalement? juste rajouter, on a fait un focus group au musée de la Côte-Nord, de cette île, puis ça confirme ce que vous dites là pour les différentes familles locales et touristes internationaux. Mais en plus, c'est que les internationaux, ils veulent vivre ce que tu dis, Geneviève, vraiment un moment unique, dans un lieu unique où ils découvrent vraiment l'apprentissage culturel. Et par contre, les familles, ils avaient une volonté d'avoir un sentiment d'appartenance et de pouvoir revenir. Hmm, Fait que c'est c'était ça. l'ajout. Donc, les musées cherchent leur famille et les familles cherchent leur musée. Mm. Oui. Hmm. Puis merci Christelle pour cette précision, c'est super pertinent. Puis je vais enchaîner avec ta question qui va peut-être nous permettre tranquillement de glisser vers la conclusion, ou en tout cas vers une ouverture. Donc, la question était, est-ce qu'on aurait droit à un dernier exemple coup de cœur pour toi, Geneviève, qui s'approcherait le plus possible de l'idéal familial, entre guillemets? Ouh, ça, c'est Mm. une question Mm. piège. Euh, Ah, c'est difficile. Euh, j'aurais dû y penser avant. Mais c'est C'est pas ça, une question piège. non, mais c'est ça, c'est que j'en fais tellement sérieux. J'ai tellement des beaux exemples. Ben, je vais vous en donner un, peut-être. Tiens, c'est un qui me vient. Ça fait plusieurs années, mais je suis allée au Musée d'art de Joliette et ce que j'ai adoré, c'est qu'on s'est adressé à mes enfants sans que moi, je sois. C'est-à-dire, à côté de moi, on s'était adressé à mes enfants et on avait dit, on les avait accueillis, puis on avait dit, Hey, j'ai quelque chose pour vous. Puis ils les avaient comme entraînés à l'écart, puis ils leur avait donné une tablette, puis ça s'appelait Mission Pirate. Et Ouais. je pense que ça n'existe plus. J'avais vérifié l'autre fois, mais je pense que non. Donc, c'était une façon de découvrir c'était comme une enquête dans les salles. Donc, mes enfants avaient leur tablette, ils faisaient leurs petites affaires, puis ils étaient bien contents. Puis nous, on pouvait visiter tranquille, regarder les œuvres. Tu sais, on était ensemble, mais chacun de notre côté en parallèle. Et en fait, il y avait un trésor à Mission Pirate, c'est que dans le musée d'art Joliette, il y a une œuvre du 1% qui est faite de plein c'est comme un lustre gigantesque, un gigantesque mobile avec des choses en cristal qu'on voit dans un escalier. Fait quand on rentre dans l'escalier, puis on lève les yeux, puis c'est là, puis c'est tout brillant dans le soleil, là, puis c'est ça le trésor. Fait que j'avais trouvé ça tellement chouette. C'est un très, très beau moment où on avait tous vécu des choses qu'on s'est comme racontées après. C'était vraiment... c'est un exemple, là, mais parmi tellement d'autres, j'aurais pu, si vous m'aviez demandé ça, je vous aurais entretenu là-dessus pendant 20 minutes minimum. Mais c'est un exemple spontané là, qui me vient, qui a été vécu il y a quand même un certain nombre d'années, mais dont je garde un très, très bon souvenir. Voilà. Très bien. Oui, je sais que tu en aurais plein à donner.
Excellent. Ben, on approche tranquillement de la fin de la présentation. Moi, je tiens à vous remercier vraiment tous et toutes pour votre présence aujourd'hui en grand nombre. C'est très agréable. Je sens que ça répond à un besoin. En tout cas, je l'espère. J'espère que la présentation vous a été utile et inspirante pour vous. Immense merci également à Geneviève Murray pour la présentation d'aujourd'hui. Pour rappel, on a des mains qui applaudissent, Geneviève. Euh, il y a un courriel qui vous sera envoyé à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui avec bon, le lien de visionnement. On m'a demandé également la présentation PowerPoint et l'outil dont on vous a parlé, un petit outil simple qui peut être une bonne façon de commencer. Donc, on va en fait, le joindre là, littéralement en pièce jointe dans le courriel. On aura également un questionnaire d'appréciation, un lien qu'on va vous partager. On apprécie beaucoup avoir vos retours. Je vois qu'il y en a qui le mettent en commentaire. C'est très apprécié. Les questionnaires nous permettent là, un petit peu de compiler de la donnée, évidemment, puis d'avoir vos retours, de saisir le pouls, d'améliorer nos pratiques. Puis on a même aussi ajouté une question, comme on poursuit nos activités de webinaire, des pistes d'idées, de thématiques, de sujets qui seraient intéressants pour vous pour nos prochains webinaires. Par ailleurs, il y aura d'autres présentations à venir ce printemps. On n'a pas, les dates sont pas encore déterminées, tout ça, donc on vous invite tout simplement à suivre les actualités de la SMQ pour ça. Donc encore un grand merci à tout le monde et puis une belle journée. Très bel après-midi.